Spécialistes en chirurgie, orthopédie et traumatologie pour prêter main forte aux professionnels du domaine. C'est l'université Nazi Boni qui livre ainsi sa première cuvée de spécialistes en la matière après 5 années de dur labeur. Et puis le face-à-face entre les acteurs de l'économie informelle et leur ministre de tutelle. Ils ont plaidé pour leur prise en compte dans l'élaboration des différentes politiques économiques. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Et enfin, cette question, comment se fait l'exécution du budget dans les différents ministères fusionnés du gouvernement d'Abiré II, si tant est que leur fusion intervient au lendemain de l'adoption du budget de l'État exercice 2021? Eh bien, le mécanisme est tout simplement suspendu pour l'instant. Pourquoi cela? Les explications à suivre tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso effectue en ce moment même une visite officielle à Djibouti. Prévue pour durer 72 heures, cette visite sera l'occasion pour Roch-Marc Christian Kaboré et Ismaël Omar Guellel de passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans l'agenda du chef de l'État burkinabé, plusieurs activités, notamment son discours solennel à l'Assemblée nationale djiboutienne et la signature de 3 accords, dont l'un portant sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services. Avant de s'envoler en terre djiboutienne ce matin, le président du Faso a accordé une audience hier aux sénateurs français représentant les Français établis hors de la France. Par ailleurs, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat français, Olivier Cadic est venu s'entretenir avec Roch-Marc Christian Kaboré sur le débat qui prévaut actuellement dans son pays sur l'opération Barkhane en Afrique. Lui qui est également venu adresser ses félicitations au président du Faso pour sa réélection. On écoute le sénateur français à sa sortie d'audience. Tout d'abord, le premier objectif en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, c'était de venir pour féliciter le président pour sa réélection. Et deuxièmement, c'était pour lui demander sa vision du débat qu'il y avait en France actuellement sur l'opération Barkhane, sur les développements que cette opération devait avoir. Nous allons avoir un débat au Sénat à Paris le 9 février sur le sujet. Et il me paraissait important que dans le cadre de ce débat que nous allons avoir, que le président Kaboré puisse partager son regard sur cette opération, les apports positifs dont il m'a parlé et dont je suis heureux de cette action sur le terrain du G5 Sahel. C'était vraiment important pour moi de savoir ce que le président Kaboré en pensait et donc pour pouvoir nourrir notre débat à Paris. La réconciliation nationale, chère au chef de l'État burkinabé, c'est Zéphirin Diabré qui a maintenant pour mission de recoller les morceaux du tissu social burkinabé. Depuis sa prise de fonction, il multiplie les rencontres de son concertation. Après les musulmans ce week-end, hier lundi, il s'est rendu à la FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, et à l'archevêché. Objectif, parler réconciliation nationale avec ces différentes confessions religieuses et solliciter surtout leur accompagnement et bénédiction pour la réussite de la mission à lui confier. Compte rendu, Benjamin Kwame. Pas de repos pour le ministre de la Réconciliation nationale. Depuis sa nomination, Zéphirin Diabré poursuit sa série de rencontres avec les personnes ressources et les confessions religieuses. Après les musulmans, ce lundi, c'était au tour des chrétiens. Et l'objectif n'a pas changé. Le ministre d'État demande leur accompagnement afin de réussir sa mission. La Fédération des Églises et Missions évangéliques marque son accord, mais souhaite que le processus soit réellement inclusif. Nous avons demandé à monsieur le ministre d'État véritablement de prendre son courage à 2 mains parce que c'est un gros défi qu'il a accepté de relever. Ce n'est vraiment pas du tout facile
Et à cause de cela, nous avons besoin de l'entourer. Nous avons besoin de lui donner des conseils. Nous avons besoin d'être avec lui, d'être à ses côtés. Nous lui avons demandé vraiment de faire une large consultation et de s'entourer de beaucoup de conseillers. La FME dit croire en la bonne volonté de Zéphirin Diabré de conduire le processus de réconciliation à bon port, mais pense qu'au-delà de tout, la cohésion sociale et la paix sont des questions divines. Il est donc invité à demeurer dans la prière. Une Bible lui a été remise dans ce sens. Dans l'après-midi, même mission, même objectif, Zéphirin Diabré est cette fois à l'archevêché. Reçu par le cardinal Philippe Ouédraogo et ses collaborateurs. L'archevêque convaincu que la réconciliation vraie passe par l'amour du prochain. Tout Burkinabé, toute la société burkinabé, que chacun reconnaisse l'autre comme son frère. Tous frères et sœurs, au-delà des distinctions de toutes sortes, que ce soit les religions, les ethnies, les conditions sociales, les options politiques, que nous soyons tous frères et sœurs. Alors, bon ministère. Merci beaucoup. Dans ce livre remis au ministre de la Réconciliation nationale sont consignés les grands principes de la fraternité écrits par le pape François. Zéphirin Diabré pourra l'exploiter pour mener à bien sa nouvelle mission, une suggestion du cardinal Philippe Ouédraogo. Voilà un reportage signé Roméo Kueta et Benjamin Kwame. Parlons santé à présent. Plus besoin de prendre l'avion pour acquérir des connaissances en médecine d'urgence médico-chirurgicale. Et pour cause, l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso dispose depuis 5 ans maintenant des ressources et compétences nécessaires à la formation de spécialistes en la matière. Après justement 5 ans d'apprentissage, l'université livre sa première promotion de chirurgien orthopédiste traumatologue. Kader Kondé et Soto Justin Dabiré nous content la cérémonie de sortie de promotion. Durant 5 ans et après l'obtention de leur doctorat en médecine, ces 8 médecins, dont 7 Burkinabés et un Camerounais, ont été formés en chirurgie orthopédique et traumatologique à l'université Naziboni. Première promotion de chirurgien orthopédiste traumatologue de l'université Naziboni, ils auront la lourde tâche de s'occuper des traumatismes et des maladies de la colonne vertébrale. C'est maintenant que nous sommes appelés, et de façon autonome, à mettre en pratique ce que nous avons appris de nos maîtres, afin de pouvoir offrir des soins de qualité aux populations pour le plus grand bonheur de la nation. Nous sommes prêts pour la mission et nous voulons toujours compter sur votre soutien, vos conseils, votre engagement pour notre réussite. Ces médecins qui seront au service de la population, n'est-ce pas, devraient aussi nous inciter, n'est-ce pas, à en produire un peu plus. Parce que déjà, pour les professeurs titulaires, ils ne dépassent pas 3, nous avons le devoir de les encadrer. Voilà pourquoi nous avons voulu avec le ministre, si les hôpitaux sont en phase avec nous, si les hôpitaux nous offrent le portefeuille, que le ministre puisse mettre à notre disposition des postes d'assistants, afin que ces médecins qui sont sortis lauréats spécialistes-là puissent embrasser une carrière universitaire et contribuer également à former davantage d'orthopédistes. Cette première promotion de chirurgien orthopédiste traumatologue de l'université Naziboni est baptisée promotion professeur Seydina Issa Laïsé du Sénégal, monument de la discipline en Afrique et président du jury de cette promotion. Une promotion qui vient renforcer le secteur de la santé au Burkina Faso. Merci à cette université parce que nous savons que les défis en matière de santé sont très profonds et très élevés. Et quand on met des compétences à la disposition de nos hôpitaux, nous ne pouvons être que très fiers de ce que nous voyons. Le coordinateur donc, de la formation a posé le problème d'enseignants hospitalo-universitaires. Cela demande que nous ayons la possibilité d'ouvrir des postes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, mais qu'au niveau des hôpitaux, des budgets soient disponibles également pour que des lignes soient dégagées afin que ce personnel soit positionné dans les hôpitaux. Toujours dans l'optique de développer le capital humain à travers la formation des cadres compétents, capables de transformer structurellement le secteur économique et social du Burkina Faso et magnifier l'excellence, l'université Naziboni compte également lancer une promotion de spécialistes en maladies infectieuses.
Les acteurs du secteur informel, eux, ne veulent plus être en marge des prises de décision et autres mesures et avantages les concernant. Ils l'ont fait savoir hier à leur ministre de tutelle, auprès de qui ils ont plaidé leur cause tout en expliquant, argument à l'appui, la nécessité de les associer. Stéphanie Hien, reportage. En 2020, une fêtière a été mise en place pour les acteurs du secteur informel. Désormais rassemblés au sein d'une structure unique, ils présentent ce jour leur plaidoyer au ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Ils souhaitent, entre autres, bénéficier d'une ligne budgétaire et d'une reconnaissance par les autres départements ministériels. Actuellement, il y a beaucoup de décisions qui prennent et que nous aussi, si nous sommes vraiment pris parti, on va vraiment défendre les acteurs de l'économie informelle. Mais si on ne nous a pas pris en compte, ces mesures vont sortir et c'est nous qui devons le faire, l'appliquer sur le terrain. De fait, ça pose des difficultés. Mais si on nous consulte, si nous sommes parmi la table de négociation, nous aussi on va tout faire, dire ce qui peut être faisable pour le bon fonctionnement du Burkina Faso. À l'issue de cette rencontre, le ministre de la Jeunesse dit avoir pris bonne note. Il les exhorte à plus d'abnégation dans le travail et ce, dans la cohésion. Ce soir, lorsque vous avez écouté un peu les plaidoyers qu'ils ont fait et les doléances qu'ils ont posées, c'était d'abord de pouvoir poursuivre la mise en place donc, de leur structure jusqu'au niveau communal. Mais aussi de faire en sorte qu'effectivement, lorsqu'il y a des voyages d'affaires, comme les grands opérateurs économiques participent aussi à ces voyages d'affaires, souvent avec les plus hautes autorités, qu'eux aussi puissent être pris en compte à cela. Donc, pour l'ensemble de ces doléances-là, je pense que nous essaierons donc de faire au mieux pour que cela puisse être pris en compte. Et les échanges vont se poursuivre puisque nous allons essayer d'aller point par point sur les autres préoccupations et voir comment faire. Parce qu'ici, il s'agit donc de voir comment renforcer leur employabilité, comment renforcer donc la création d'emplois à leur niveau. Le secteur informel regroupe plus de 92% de la population, avec une grande représentativité des femmes. Économie toujours, et cette interrogation à présent, qu'en est-il de l'exécution des budgets dans les ministères qui ont été fusionnés dans le gouvernement d'Abiré II? Parlant de ministères fusionnés, il s'agit notamment des droits humains, désormais rattachés à la justice, et les mines et les carrières à l'énergie. Des ministères fusionnés après l'adoption de la loi de finances exercice 2021, une réorganisation s'impose et on se demande comment se déroule maintenant le mécanisme de l'exécution des budgets dans cette situation. Les explications de Rémi Lambert-Nébier. La phase de réorganisation est entamée au sein des principaux ministères fusionnés à l'issue de la formation du gouvernement d'Abiré II. Mouvement de personnel, nomination de nouveaux directeurs généraux et surtout réorientation dans la gestion des crédits budgétaires. Les fusions ont été opérées après le vote de la loi de finances 2021. Mais après cette fusion, de quel budget dispose désormais un ministère comme celui de l'énergie, des mines et des carrières? Mécaniquement, on doit mettre les deux budgets ensemble, puisqu'en fait, le budget, nous sommes dans le budget programme. Hein. Le ministère des Mines arrive avec ses 3 programmes budgétaires, pilotage, mines et puis carrière. L'énergie vient avec ses deux programmes budgétaires, pilotage et puis énergie. Donc, en fusionnant, on va se retrouver avec un seul programme pilotage, un programme mine, un programme énergie et un programme carrière. Donc mécaniquement, ça devrait être les mêmes montants, mais tout dépend de la priorisation des besoins et les attentes du chef de l'État qui peut conduire à augmenter ou à baisser le budget. Cependant, l'exécution du budget dans les ministères fusionnés n'est pas systématique. Elle est encadrée par les textes, notamment le décret de 2010 portant gestion des ressources humaines, du patrimoine et des crédits budgétaires en cas de fusion, de scission ou de suppression de ministères. Et actuellement, on se retrouve dans une sorte de gel des comptes des ministères concernés. Le directeur général du budget procède à une suspension à titre conservatoire de l'exécution budgétaire des 2 ministères fusionnés là. Donc ça veut dire qu'aucun des 2 ministères ne peut procéder à une dépense pendant un certain temps. Mais il peut avoir quand même des dépenses urgentes à exécuter. Et c'est le ministre des Finances, le ministre en charge des Finances, seul qui est habilité à autoriser ces dépenses-là.
Par la suite, le ministre met en place un comité sur le budget pour essayer de préciser les différentes allocations allouées par le nouveau ministère. Une loi des finances rectificative devra permettre d'harmoniser les choses, mais déjà que des désagréments à déplorer. Les activités dans les ministères fusionnés se retrouvent en situation de stand-by. Le DGB, le directeur général du budget, suspend l'exécution du budget à titre conservatoire. Vous voyez que les gens vont au bureau, se tournent les pouces, en attendant que les comités qui sont mis en place là puissent faire leur travail. On dit, bon, continuez à faire, ou bien ici, là, il faut arrêter de travailler sur tel projet. Voilà. Donc, ce n'est pas intéressant. On va prendre au moins tout un trimestre pour régler tous ces aspects de papier, toute cette paperasse-là, avant de commencer à se mettre au travail. Sans compter qu'on a le nouveau référentiel qui arrive, bon, ça veut dire qu'on risque de perdre pratiquement 2021 dans la question de rédaction, élaboration, planification. Il faut se mettre vraiment au travail peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. La stabilité a généralement été à la base des meilleurs rendements. Avoir des ministères figés ne sera pas une mauvaise politique pour le Burkina. Je vous emmène à présent dans l'univers des TIC, les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Depuis 2007, les autorités en charge de la protection des données à caractère personnel à travers le monde font une halte chaque 28 janvier pour parler de protection de données personnelles. En prélude donc à cette célébration au Burkina Faso, la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, ouvre ses portes au public. On en sait davantage avec Abdou Aziz Sari. En cette période de Covid-19 où la distanciation physique s'impose, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication devient plus que nécessaire dans certains domaines d'activité. Bien qu'avantageuse, ces TIC comportent néanmoins des risques comme la cybercriminalité, la violation de la vie privée et d'autres problèmes liés à la manipulation des données personnelles. En initiant cette journée portes ouvertes, la Commission de l'informatique et des libertés CIL entend sensibiliser les Burkinabés sur l'importance du respect des principes fondamentaux en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où nous laissons nos traces partout. Nous laissons nos traces sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous enregistrons lorsque nous manipulons, aussi bien nos smartphones que Internet, nous laissons nos traces, notre identité numérique. Et il convient de protéger cette identité. C'est la mission qui a été confiée à la Commission de l'informatique et des libertés, d'encadrer tous les utilisateurs de ces technologies et d'accompagner les administrations qui collectent chaque jour davantage les données des citoyens à une meilleure protection de ces données-là. Les données personnelles des citoyens constituent la matière première sur laquelle Google, Amazon ou encore Facebook construisent leurs modèles et amassent leurs richesses. Selon la Commission de l'informatique et des libertés, ces multinationales travaillent au quotidien pour avoir un contrôle total sur les données des utilisateurs. En témoigne l'annonce en début janvier des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp qui autorisent le partage des données des utilisateurs avec des entreprises publicitaires. C'est pourquoi, au-delà de la sensibilisation, la CIL veut aussi renforcer sa veille juridique et réglementaire. Et donc nous souhaitons à travers cette journée marquer une halte et attirer l'attention de tous les partenaires à l'idée d'accompagner la CIL dans son travail de sensibilisation et de protection des données personnelles. Mais aussi pour nous, c'est une halte pour que nous puissions prendre un engagement, pour qu'avant la fin de cette année-là, les modules d'éducation numérique soient élaborés, validés donc, par la CIL et le ministère en charge de l'éducation à travers sa direction générale de la recherche en éducation et de l'innovation pédagogique, afin qu'à partir de l'année prochaine, nous puissions trouver les moyens de pouvoir l'inclure dans nos curricula, afin de protéger davantage notre jeunesse, notre population. Cette journée portes ouvertes de la Commission de l'informatique et des libertés CIL s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la protection des données personnelles, célébrée tous les 28 janvier. L'édition 2021 est placée sous le thème « Protection des données personnelles en période de Covid ».
Actualité internationale pour finir et direction les États-Unis d'Amérique où c'est ce mardi que le Sénat américain doit convoquer officiellement l'ex-président Donald Trump, marquant l'ouverture officielle d'un procès historique. Les élus démocrates qui ne démordent pas quant à sa destitution ont formellement déposé l'acte d'accusation ce 25 janvier. Les précisions de nos confrères d'Euronews. C'est dans un silence solennel que 9 élus de la Chambre des représentants ont marqué l'ouverture officielle du procès en destitution de Donald Trump en traversant les longs couloirs du Capitole, pris d'assaut par des manifestants pro-Trump il y a moins de 3 semaines. Puis leur chef, Jamie Raskin, a lu l'acte d'accusation de la Chambre des représentants pour incitation à l'insurrection dans l'hémicycle du Sénat. Tous ici, élus de la Chambre et sénateurs, ont été témoins et victimes des violences. Dans tout ceci, le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales. Il a menacé l'intégrité du système démocratique, entravé la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche égale du gouvernement. Il a ainsi trahi sa confiance en tant que président au détriment manifeste du peuple des États-Unis. C'est la raison pour laquelle Donald John Trump, par une telle conduite, a démontré qu'il resterait une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s'il était autorisé à rester en fonction. Il a agi d'une manière gravement incompatible avec l'état de droit. Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du siège du Congrès pendant que les parlementaires certifiaient la victoire du démocrate Joe Biden. Ces violences ont bouleversé l'Amérique et poussé plusieurs grands noms républicains à dénoncer le comportement du 45e président américain. Les débats de ce second procès en destitution commenceront le 9 février, mais pour que Donald Trump soit condamné, 17 sénateurs républicains devront soutenir les démocrates et rien n'est moins sûr. Et voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières, protégez-vous bien du froid qui s'intensifie ces derniers temps. Je vous retrouve demain. Bonsoir.